Les Maasai, malheureusement, sont un exemple extraordinaire, enfin malheureusement et heureusement, un exemple extraordinaire d'équilibre. Alors que l'Occident représente pour moi le déséquilibre absolu. Nous sommes allés là-bas, enfin, les Anglais, nous leur avons tout pris, leur meilleur territoire, ils pratiquent une transhumance, la rotation de leur pâturage entre les pâturages d'altitude et les pâturages de plaine à la saison des pluies, pour faire reposer tout cela. Ce sont des écosystèmes très riches en biodiversité. Nous avons là la faune sauvage la plus riche de la planète, peut-être, qui est en train d'ailleurs de disparaître, puisque l'occidentalisation du monde fait qu'on veut rationaliser l'écologie à leur place, eux qui sont les gardiens naturels de l'environnement. En tout cas, ils sont devenus les plus grandes victimes, les premières victimes de toute l'histoire de la colonisation britannique. Ce qui est épouvantable, puisqu'on leur a pris les 3/4 de leur territoire, et en particulier leur haut plateau, qui étaient considérés par les Anglais comme les meilleurs pâturages du monde. Or, le pastoralisme, pour exister, a besoin d'une énorme mobilité. Donc on les a mis dans une réserve au sud de la capitale Nairobi, et c'est une réserve qui était infestée de tiques et de mouches tsetse. C'est le territoire dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Et bien sûr, c'est plutôt aride et semi-aride. Très difficile donc, pour le pastoralisme de subsister. Et pourtant, les Maasai ne se plaignent jamais. Ils ont toujours l'enshipai, c'est-à-dire la joie de vivre. Ils sont toujours heureux. Alors ça m'a interrogé. Je me disais, mais comment se fait-il qu'ils soient heureux alors qu'on s'est toujours attaqué à leur territoire, on continue de le faire en faisant des réserves nationales, des parcs nationaux. On a essayé récemment de leur prendre leur forêt de l'enfant perdu, car pour eux, les forêts sont extrêmement importantes pour parler des arbres. Les peuples premiers en général. Les arbres sont les réceptacles par excellence des messages divins pour les Maasai. Et donc, cette forêt où habitent leurs hommes médecine de très grande renommée, les Iloi Boni Kitok, mais il faut croire que, grâce à leur prière, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui s'approprie comme ça les soi-disant jardins d'Éden, l'homme n'a jamais eu accès. Or, là où il y a une biodiversité, on peut se dire qu'il y a un peuple premier qui n'est pas loin. Donc l'Union internationale de la conservation de la nature, qui a déjà chassé les Maasai de Ngorongoro, du cratère du Ngorongoro, du Serengeti, Masai Mara, Amboseli, etc., voulait faire la même chose avec la forêt de l'enfant perdu. J'avais fait un film là-dessus, le Maasai Terre interdite, et mon grand ami Kenny Matampache, qui est venu récemment en France, nous avons fait une tournée de conférences ensemble, bien, il l'a montré, notamment aux institutions internationales comme la Banque mondiale. Ça a eu un impact puisque l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui voulait en faire un parc national, donc, est partie. Donc il y a toujours des petites victoires comme ça que l'on prend très volontiers. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les Maasai, ce qu'ils m'ont appris le plus cher, c'est qu'ils sont dans l'amour. Ils s'intéressent à l'autre, le partage. Ils sont conscients du bien-être des générations futures, donc ils veulent à tout prix y veiller. Ils sont dans le partage permanent, ils sont dans l'amour, dans le don. Et nous, on peut dire que nous sommes dans la dualité, puisque nous n'acceptons jamais les choses qui nous déplaisent. Or, dans la vie, tout fonctionne par pair. Les Maasai m'ont appris ça, ils sont des grands observateurs de la nature. Ils ont appris, d'une part, que tout fonctionne par pair. Donc, ils ont une très très lente initiation où les jeunes gens apprennent à faire la navette, comme dans la vie, par pair, entre des éléments que nous considérerions comme contradictoires, alors qu'ils sont complémentaires entre deux états, espoir, désespoir, deux points, deux êtres, deux groupes, etc., etc. Tout fonctionne par pair. Donc, eux considèrent qu'il faut harmoniser les contraires, il faut accepter les difficultés lorsqu'elles arrivent, puisque c'est la preuve que Enkai, qui est le nom de leur dieu, du pouvoir cosmique, vous donnera aussi les moyens de les surmonter. Et c'est un moyen de vous accomplir intérieurement. On parlait de l'être,
Justement, c'est impératif d'être bien construit pour être connecté avec le pouvoir cosmique. Ou le contraire, d'être connecté pour permettre de bien se construire et d'avoir envie de répandre le bien autour de soi et de l'amour. Donc, ils harmonisent les contraires. D'ailleurs, Mahasa vient de Ilmao, qui veut dire les jumeaux. Ils sont dans l'inclusion et non pas dans l'exclusion, c'est-à-dire qu'ils ont des tas de catégories sociales, structures sociales, auxquelles ils vont nous identifier, mais en aucun cas, il n'y a d'entité parentale formelle. On peut s'inventer finalement. Ils s'intéressent peu aux liens généalogiques précis qui les relieraient à leurs ancêtres. Ils préfèrent s'inventer la famille qu'ils veulent vraiment avoir. Et donc, au Sotois, c'est le cordon ombilical. Lorsque je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné un bâton de connexion, alors que moi, je suis plutôt de nature assez froussard. Je voyageais là-bas en mobilette et je marchais avec le bâton de connexion. Je n'avais pas peur du tout. Et pour eux, ce bâton vous nourrit comme le cordon ombilical nourrit l'enfant à naître dans la matrice. Extraordinaire. Et donc, je me suis senti libre. Libre non pas de se libérer de quelque chose, mais libre en tant que je retrouvais les fondements humains qui étaient en moi. Et c'est ce qu'ils appellent ici Pata, la vérité. Et d'ailleurs, la vérité, c'est le mot aussi pour le droit, lorsqu'il y a un litige à régler. Mais la décision, qui est toujours basée sur le consensus, s'appelle Enyolata. Enyolata qui veut dire l'amour. Une décision est toujours, construite avec des plumes légères qui sont habilitées à faire des synthèses au fur et à mesure de la progression de la réunion. Et à la fin, tout le monde doit avoir le sentiment que la décision lui revient. C'est ça le consensus. Il n'y a personne qui n'est lésé. Ils ne sont pas du tout dans une relation de commandement-obéissance. Il n'y a pas de chef puisqu'il y a une préséance de la maturité individuelle. Donc chacun son propre chef. C'est assez extraordinaire. Les valeurs qu'ils ont développées sont des valeurs d'amour et extrêmement humaines. On ne peut en aucun cas se rehausser ni rabaisser l'autre, par exemple. D'autre part, ils ont un sens de l'humour très développé. Et on dit que ça aide à se distancier de son ego. C'est vrai, je l'ai expérimenté. Et donc, on peut se chamailler, avec joie d'ailleurs, beaucoup de rire, on peut s'insulter gentiment. Mais en tout cas, on ne peut jamais être arrogant ou condescendant. C'est toujours l'équilibre. L'équilibre est partout. Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses, mais les femmes peuvent avoir plusieurs amants. Je connais peu de sociétés où il y a cette conception. Deuxième chose, le cercle dont vous parliez, je n'ai pas les mots. Voilà. Le cercle, effectivement, pour les Maasai, qui sont des grands observateurs du cosmos et de la nature, tout est structuré autour d'un noyau central, que ce soit dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Et donc, pour qu'un organisme soit vivant, il faut qu'il y ait un centre qui relie tous les éléments qui le composent. Sinon, il n'est pas vivant. Et donc, en fait, pour les Maasai, ce qui est important, c'est de trouver son centre. En fait, on considère qu'à la naissance, on a tous son chemin. Donc, il suffit de se borner à le suivre. C'est tout cela que j'ai appris chez eux,